Avec le sourire. Fiodor Sologoub. 1. Dans le jardin de la datcha des Semi-Boyarinov, à l'occasion de l'anniversaire de Lyotcha, lycéen de 2e année, étaient réunis une quinzaine de garçonnets et de fillettes d'âge divers, ainsi que quelques jeunes gens et jeunes filles. D'ailleurs, cette fête était surtout un bon prétexte pour attirer des prétendants en puissance destinés aux sœurs du jeune garçon. Tous étaient joyeux et souriaient, les adultes, les garçons et les filles qui jouaient dans les allées de sable jaune. Le petit garçon laid et pâle, assis tout seul sur un banc près d'un buisson de lilas, qui regardait les autres enfants sans rien dire, souriait lui aussi. Sa solitude, son silence et ses vêtements usés, bien que fort propres, indiquaient qu'il était d'une famille pauvre et qu'il se sentait de trop en compagnie de ses enfants bruyants et bien vêtus. Son visage était si timide et si famélique, sa poitrine si creuse, ses bras si maigres et si sagement croisés qu'il faisait peine à voir. Il souriait malgré tout, d'un sourire pitoyable. On ne savait trop s'il prenait plaisir à observer les jeux et la joie des autres, ou s'il avait peur d'irriter quelqu'un par son allure et son méchant costume. Il s'appelait Gritcha Igoumnov. Son père était mort récemment, et sa mère l'envoyait parfois en visite chez ses parents riches, où Gritcha éprouvait toujours gêne et ennui. « Pourquoi es-tu assis là tout seul ? Va donc jouer avec les autres !» lui jeta en passant Lydia Semi-Boyarinova, une demoiselle aux yeux bleus. Gritcha n'osa pas lui désobéir. Son cœur se mit à battre de nervosité, et des gouttelettes de sueur perlèrent sur son visage. Il s'approcha craintivement d'un groupe de garçons joyeux, aux joues rouges, et ils le regardèrent sans aménité, comme un étranger. Gritcha sentit aussitôt qu'il n'était pas comme eux. Il ne savait pas parler d'une voix haute et assurée, et il ne portait pas de belles chaussures jaunes ni de chapeau rond à pompons rouges, comme le garçonnet le plus proche de lui. Les garçons continuèrent à bavarder entre eux, comme s'ils n'étaient pas là. Gritcha se tenait immobile, tout gauche, les doigts crispés sur sa ceinture. Il voûtait ses épaules frêles et souriait timidement. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Sa gêne était telle qu'il entendait à peine ce que les garçons disaient. Ils se turent et se dispersèrent soudain. Avec le même sourire penaud, Gritcha regagna son banc. Il avait honte de les avoir abordés pour rien, de n'avoir pas osé leur adresser la parole. Il observa les alentours, constata que sa piteuse tentative était passée inaperçue, et que personne ne se moquait de lui, et il se sentit rassuré. Mais voilà que 2 fillettes passèrent à proximité, bras dessus, bras dessous, et sous leur regard insistant, Gritcha rougit et se recroquevilla. Lorsqu'elles se furent légèrement éloignées, l'une des 2 fillettes, une petite blonde, demanda sans même baisser la voix. « Qui est ce vilain macaque ?» Son amie, une grande fille au teint vermeil et aux sourcils de jais, éclata de rire et répondit. « Aucune idée. Il faudra demander à Lydia. Sans doute un parent pauvre. Comme il est drôle avec ses grandes oreilles et son sourire bête. » Elles disparurent derrière les buissons, et Gritcha cessa de les entendre. Il était profondément malheureux à l'idée de devoir rester encore longtemps ici et de ne pas savoir quand sa maman viendrait le chercher. Un mince lycéen aux grands yeux et à la mèche rebelle remarqua que Gritcha était seul et voulut lui manifester un peu de gentillesse. Il vint s'asseoir à côté de lui. « Comment t'appelles-tu » Gritcha répondit à voix basse. « Moi, c'est Mitya. Tu es venu seul ou avec quelqu'un ?»« Avec ma mère, » murmura Gritcha. « Pourquoi restes-tu assis là ?» Gritcha se trémoussa sans savoir quoi répondre. « Pourquoi ne joues-tu pas ?»« Je n'ai pas envie. » Mitya n'entendit pas et redemanda. « Que dis-tu ?»« Je n'ai pas envie, » répéta Gritcha un peu plus fort. « Mais pourquoi donc ?» Une nouvelle fois, Gritcha ne sut répondre et sourit d'un air désorienté. Mitya le regarda attentivement. Les regards des autres embarrassaient toujours Gritcha, comme s'il avait peur qu'il ne lui trouve quelque chose de comique. Mitya resta un instant silencieux, réfléchissant à ce qu'il pourrait lui demander encore.
Que collectionnes-tu ? Chez nous, chacun fait sa collection. Moi, ce sont les timbres. Katia, les coquillages. Et Lyotcha, les papillons. Et toi ? Richa rougit de plus belle. Rien du tout. Mais comment ça ? S'étonna naïvement Mitya. Tu devrais pourtant. C'est très intéressant. Gritcha se sentit honteux de ne rien collectionner et que cela se sache. Il va falloir que je collectionne quelque chose, pensa-t-il, mais sans oser le dire à voix haute. Mitya resta encore quelques instants, puis il s'en alla. Gritcha éprouva un certain soulagement, mais une nouvelle épreuve l'attendait. La bonne d'enfants des Semi-Boyarinov se promenait dans l'allée avec leur plus jeune fils âgé d'1 an dans les bras. Elle voulut se reposer et choisit le banc où Gritcha était assis. De nouveau, il ressentit de la gêne. Il regardait droit devant lui et n'osait même pas s'écarter de la bonne. L'attention du bébé fut bientôt attirée par les oreilles décollées de Gritcha, et il tendit les bras dans leur direction. La bonne, une grosse femme rubiconde, avait compris que Gritcha était incapable de se défendre. Elle rapprocha le bambin rose qui attrapa l'oreille de Gritcha de sa menotte potelée. Gritcha, paralysé, n'osa protester. Le chérubin éclata d'un rire sonore, lâcha l'oreille, puis la rattrapa, la lâcha et la rattrapa de nouveau. La bonne, s'amusant de ce jeu autant que lui, répétait « Et hop, on va lui tirer l'oreille !» Un garçon remarqua la scène et dit aux autres que Georgic était en train de tirer l'oreille au petit garçon du banc. Les enfants s'attroupèrent autour de Georgic et de Gritcha pour rire aux éclats. Gritcha faisait semblant de ne pas avoir mal et de bien s'amuser lui aussi. Mais il avait de plus en plus de peine à sourire et ressentait une terrible envie de fondre en larmes. Il savait que c'était honteux de pleurer et serrait les dents. Heureusement, la délivrance était proche. Lydia arriva, attirée par les rires et les exclamations, et voyant de quoi il retournait, elle dit à la bonne « Vous devriez avoir honte. Que faites-vous » Elle aussi était tentée de rire à la vue de l'expression pitoyable de Gritcha. Mais, désireuse de ne pas déchoir de son statut d'adulte face à la bonne et aux enfants, elle se retint. La bonne se leva et déclara hilar. « Georgic n'a pas tiré fort. Et puis, s'il n'a rien dit, c'est qu'il n'a pas eu mal. »« S'il vous plaît, ne refaites plus ce genre de choses, » déclara sévèrement Lydia. Georgic, mécontent d'être privé de son nouveau jouet, se mit à crier. Lydia le prit dans ses bras et l'emporta pour le consoler. La bonne la suivit. Mais les enfants restèrent. Ils entouraient Gritcha, l'examinant sans vergogne. « Ses oreilles sont certainement postiches, » remarqua un garçon. « C'est pour ça qu'il ne sent rien. »« Ça te plaît quand on te tire les oreilles ?» demanda un autre. « Dites-moi, » demanda une petite fille aux grands yeux bleus, « votre maman préfère vous tenir par l'oreille droite ou par l'oreille gauche ? On a dû lui étirer les oreilles sur commande. »« Dans un atelier spécial » s'exclama un gamin particulièrement déluré. « Mais non, » objecta un autre, « il est né comme ça. Et quand il était petit, on l'emmenait promener en le tenant par l'oreille. » Gritcha regardait ses tortionnaires comme une bête traquée, avec un sourire tendu. Et soudain, il éclata en sanglots. Des larmes coulèrent sur sa veste. Les enfants, confus, se turent aussitôt. Ils échangèrent des regards gênés. Gritcha s'essuyait le visage de ses mains maigrelettes et était visiblement honteux de ses pleurs. « Qu'est-ce qui lui prend d'être vexé ?» s'exclama Katia, une jolie fillette aux cheveux châtain clair. « Non, on ne lui a rien fait à cet affreux petit monstre. »« C'est toi qui es un monstre !» accusa Mitya. « Je déteste quand on dit des grossièretés !» protesta Katia en rougissant de rage. Une petite brune, en jupe rouge, regarda longuement Gritcha en fronçant les sourcils. Puis elle se tourna vers les autres enfants et interrogea d'un ton perplexe. « Mais pourquoi souriait-il » 2. Gritcha avait rarement des vêtements neufs. Sa mère n'avait pas les moyens de lui en acheter souvent. Aussi, chaque nouvelle acquisition était une joie. L'automne arriva avec les froids,
et Gritcha reçut un nouveau manteau, un bonnet et des gants. Les gants lui plurent particulièrement. Le dimanche après la messe, il alla se promener dans ses beaux habits. Il aimait se promener dans les rues, et sa mère le laissait sortir seul car elle n'avait guère le temps de l'accompagner. Elle l'observa fièrement par la fenêtre, tandis qu'il traversait la cour d'un pas mesuré. Se souvenant de ses parents riches, qui l'accablaient de promesses, mais qui ne faisaient pas grand-chose, elle se dit « Eh bien voilà, je suis arrivée à économiser toute seule pour l'habiller. Grâce à Dieu, je me suis passée de leur aide. » C'était une journée claire et froide. Le soleil répandait une lumière douce, de fines plaquettes de glace flottaient sur l'eau des canaux. Gritcha était heureux du froid vivifiant, de ses vêtements neufs et de ses songeries naïves. Dès qu'il était seul, il se mettait à rêver de gloire, d'exploits héroïques, d'une vie brillante et heureuse dans des palais luxueux, à tout ce qui pouvait lui faire oublier la morne réalité. Sur le quai de la Moïka, tandis qu'il observait à travers les grilles de fonte la couche de glace translucide, pareille à du lard, un gamin des rues aux vêtements élimés et aux mains rouges de froid l'aborda. Gritcha n'eut pas peur de lui, et il en eut pitié au contraire, à cause de ses doigts gelés. Son nouvel ami lui apprit qu'il s'appelait Mitcha Mamine, parce qu'il vivait chez sa mamie en compagnie de sa mère. « Ah bon ?» demanda Gritcha. « Et ta mère alors? Comment s'appelle-t-elle » ? « Ma mère ?» dit Mitcha avec un sourire rusé. « Elle s'appelle Mamanova, vu que ma mamie, c'est la maman de ma maman. »« Ça alors ?» s'étonna Gritcha. « Ma mère et moi, on a le même nom, Igoumnov. »« C'est parce que ton grand-père était igoumène, » expliqua Mitcha sans se départir de son assurance. « Mais non, il était colonel. »« En ce cas, il s'agit de ton arrière-grand-père ou de quelqu'un d'autre de ta famille. C'est pour ça que vous portez ce nom. » Gritcha ignorait la profession de son arrière-grand-père. Aussi ne trouva-t-il rien à répondre. Mitcha semblait fasciné par ses gants. « Quels jolis gants tu as !» remarqua-t-il. « Ils sont tout neufs, » déclara Gritcha avec un sourire ravi. « C'est la première fois que je les mets. Tu as vu, il y a même un entre-deux. Ils sont rudement beaux. Tu dois avoir chaud aux mains. »« Pour ça, oui. Moi aussi j'ai des gants, mais je les ai laissés à la maison. Ils ne me plaisent pas. Je vais demander qu'on m'en achète d'autres comme les tiens, parce que les miens sont jaunes et je n'aime pas le jaune. Prête-les-moi, je vais aller les montrer à ma mamie. Sinon, elle ne saura pas quel modèle acheter. » Mitcha jeta un regard implorant à Gritcha. Ses yeux brillaient de convoitise. « Tu ne seras pas long ?» demanda Gritcha. « J'en ai pour un instant. J'habite au coin de la rue. Ne t'inquiète pas, je reviens de suite. » Gritcha, confiant, retira ses gants et les tendit à Mitcha. « Surtout, ne bouge pas. Attends-moi ici, je reviens, » cria l'autre en s'enfuyant avec les gants. Il disparut au coin de la rue et Gritcha resta à l'attendre. Il ne lui vint pas à l'idée que Mitcha puisse le tromper. Il reviendrait certainement après avoir montré les gants à sa grand-mère. Gritcha attendit longtemps, mais en vain. La brève journée d'automne s'assombrissait déjà. Déjà la mère de Gritcha, inquiète de sa longue absence, était sortie à sa recherche. Enfin, Gritcha finit par comprendre que Mitcha ne reviendrait pas. Il reprit tristement le chemin de la maison et croisa bientôt sa mère. « Gritcha, où étais-tu donc passé ?» demanda-t-elle, à la fois fâchée et heureuse de le retrouver. Gritcha, gêné, ne répondit rien, tortillant ses doigts gourds, et sa mère le remarqua. « Où as-tu fourré tes gants ?» s'exclama-t-elle, fouillant les poches de son manteau. Gritcha sourit et expliqua. « Je les ai prêtés à un autre garçon, mais il n'est pas revenu me les rendre. » 3. Les années passèrent. Les enfants dégourdis qui s'étaient réunis pour l'anniversaire de Lyotcha Semiboyarinov devinrent des adultes décidés et entreprenants, et le garnement qui avait berné Gritcha fit lui aussi son chemin dans la vie. Quant à Gritcha, bien évidemment, il devint un raté. Il continuait de rêver comme dans son enfance. Dans ses rêves, il conquérait des royaumes, mais dans la réalité, il était incapable de se défendre du premier venu, plus débrouillard que lui, qu'il l'écartait de sa route sans autre forme de procès. Ses rapports avec les femmes étaient un échec complet.
Pas une seule fois ces timides avances ne furent accueillies par un sentiment réciproque. Il n'avait pas d'amis. Sa mère était seule à l'aimer. Igoumnov se réjouit de décrocher un emploi, avec un salaire modeste, à la pensée que sa mère pourrait désormais vivre tranquille. Mais son bonheur fut de courte durée. Sa mère ne tarda pas à décéder. Gritcha sombra dans la dépression. L'apathie s'empara de lui. Il n'arrivait plus à travailler. Il fut licencié et se retrouva dans la misère. Il finit par mettre en gage jusqu'à la dernière bague de sa mère. En sortant du mont-de-piété, il souriait afin de ne pas fondre en larmes. Igoumnov alla voir de nombreuses personnes pour trouver un emploi, mais il ne savait pas demander. Timide, peu loquace, il ressentait toujours une gêne insurmontable et n'insistait pas suffisamment. Déjà dans l'escalier, avant même de pousser la porte, il était pris de peur, son cœur battait la chamade, ses jambes devenaient de plomb et sa main ne se tendait qu'en tremblant vers la sonnette. Par une journée particulièrement désastreuse où il n'avait rien mangé, Igoumnov était assis dans le luxueux bureau d'Alexei Stepanovitch Semiboyarinov, le père de Lyotcha, dont la fête d'anniversaire demeurait dans sa mémoire. La veille, Igoumnov lui avait envoyé une lettre. Il est plus facile de demander par écrit. Aujourd'hui, il était venu chercher la réponse. Face à l'amabilité trop empressée de Semiboyarinov, un mince petit vieillard aux cheveux gris-argent, coupés courts, Igoumnov devina qu'il allait essuyer un refus, et, particulièrement mal à l'aise, ne put s'empêcher d'afficher un sourire factice, comme pour montrer que ce n'était pas grave, que si son riche parent ne pouvait rien faire, alors tant pis, loin de lui l'idée d'insister. Il était clair que ce sourire agaçait Semiboyarinov. « J'ai reçu votre lettre », déclara enfin ce dernier de sa voix sèche et froide. « Mais, mon jeune ami, je n'ai aucun poste en vue pour l'instant. »« Aucun ?» bafouilla Igoumnov en rougissant. « Rien du tout, mon cher, et aucun emploi vacant n'est à prévoir dans l'immédiat. Mais, pour le nouvel an, j'espère vous trouver quelque chose. »« Au moins pour le nouvel an, » dit Igoumnov en souriant, comme si 8 mois d'attente n'avaient rien signifié pour lui. Vous pouvez y compter, et je serais ravi de vous rendre ce service. Si cela dépendait de moi, je vous engagerais aujourd'hui même. J'ai tellement envie de vous aider, mon cher garçon. Je vous remercie. Mais, dites-moi, demanda Semiboyarinov avec sollicitude, pourquoi avez-vous quitté votre emploi précédent? Il n'avait plus besoin de moi, répondit Igoumnov embarrassé. Ah bon? Eh bien, j'espère qu'à l'avenir, vous trouverez votre voie parmi nous. Laissez-moi votre adresse. Semiboyarinov chercha nerveusement une feuille de papier dans son bureau. Igoumnov remarqua sa lettre sous un presse-papier en marbre. Mon adresse est indiquée dans ma lettre. Ah, mais oui, c'est vrai, s'exclama joyeusement Semiboyarinov. Eh bien, dorénavant, je la connaîtrai. J'ai l'habitude de toujours mentionner mon adresse en tête de mes lettres, dit Igoumnov en se levant. C'est une habitude européenne, le félicita Semiboyarinov. Igoumnov prit congé et sortit, souriant, fier de ses habitudes européennes, qui ne diminuaient cependant en rien sa sensation de faim. Il était presque heureux que cette déplaisante conversation fût terminée. Il pensa à tous les mots aimables prononcés. Il lui fallut plusieurs minutes pour comprendre qu'il ne sortirait rien de ses promesses. D'ailleurs, elles étaient tournées vers un lointain avenir. Or, il devait manger maintenant. De surcroît, il lui était pénible de rentrer sans argent. Que dirait sa logeuse? Et que lui répondrait-il? Igoumnov ralentit le pas et changea de direction. Tristement pensif, pâle et affamé, il traversait les rues bruyantes de la capitale, croisant des gens repus et affairés. Le sourire avait disparu de son visage. Une expression de sombre désespoir conférait une certaine grandeur à ses traits assez quelconques. Il s'approchait de la Neva. L'immense coupole de la cathédrale Saint-Isaac étincelait de tout son or dans le désert bleu du ciel. Sous les rayons du soleil déclinant, les larges places et les rues se couvraient d'une légère brume poussiéreuse. Le fracas des équipages s'était fait plus feutré. Tout était hostile à l'affamé. Les fruits mûrs qui s'étalaient dans les vitrines étaient aussi inaccessibles que s'ils avaient été gardés par des guerriers en armes. Des enfants joyeux jouaient dans la tendre verdure d'un square.
Igoumnov les regarda en souriant. Les souvenirs insupportables de son enfance l'oppressaient, le poussant à s'apitoyer sur lui-même. Il se dit qu'il ne lui restait plus qu'à mourir. Mais cette perspective lui faisait peur. Cependant, il pensa. Pourquoi ne pas mourir? Après tout, il fut un temps où je n'étais pas. Je connaîtrais la paix et un oubli éternel. Des fragments de sages maximes entendus jadis lui venaient à l'esprit pour le rassurer. Igoumnov se retrouva sur le quai. Accoudé au granit, il regarda les lourdes vagues du fleuve. Il suffisait d'y tomber pour que tout soit terminé. Mais la noyade l'effrayait. Le souffle coupé, avaler cette eau pesante et froide, se débattre impuissant et enfin épuisé, descendre au fond emporté par le courant, pour être ensuite rejeté quelque part sous forme de cadavre. Igoumnov frémit et se détourna. Il aperçut soudain Kourkov, un ancien collègue. Tiré à 4 épingles, joyeux, imbu de lui-même, Kourkov marchait lentement, agitant sa canne au pommeau sculpté. « Tiens, Grigori Petrovitch !» s'exclama-t-il comme s'il était ravi de la rencontre. « Vous vous promenez? Ou bien vous avez affaire ?»« Oui, je me promène. »« Enfin, non, j'ai affaire, » dit Igoumnov. « Il me semble que nous allons dans la même direction. » Ils marchèrent de concert. Le bavardage enjoué de Kourkov accentuait la tristesse d'Igoumnov. Se décidant soudain, avec un tressaillement nerveux, il demanda. « Nikolaï Sergueïvitch, auriez-vous un rouble ?»« Un rouble ?» s'étonna Kourkov. « Pourquoi faire ?» Igoumnov rougit et bafouilla. « C'est que, voyez-vous, il me manque un rouble. Il faut que j'achète quelque chose. Voyez-vous ?» L'émotion lui coupa le souffle. Il se tut et sourit fébrilement. « Autrement dit, il n'a pas l'intention de le rendre, » comprit Kourkov. Et il déclara d'un ton beaucoup moins insouciant. « Je serais fort heureux de vous aider, mais je n'ai pas un kopek de trop. J'ai dû moi-même emprunter de l'argent pas plus tard qu'hier. »« Tant pis, ce n'est pas grave, » marmonna Igoumnov, souriant toujours. « Je me débrouillerai. » Son sourire irritait Kourkov, peut-être parce qu'il était particulièrement désarmé et pitoyable. « Pourquoi sourit-il » songea Kourkov agacé. « Il ne me croit pas ? Eh bien tant pis, je ne suis pas un bureau de bienfaisance. »« Pourquoi ne venez-vous jamais nous voir » demanda-t-il négligemment d'une voix sèche, en regardant ailleurs. « Ce serait avec plaisir. Je ne manquerai pas de passer, » répondit Igoumnov d'une voix tremblante. « Peut-être aujourd'hui ?» Il se représenta la salle à manger douillette des Kourkov, son épouse accueillante, le samovar sur la table bien garni. « Aujourd'hui » dit Kourkov de la même voix sèche. « Non, aujourd'hui nous serons absents. Mais venez un de ces jours. Nous vous recevrons avec plaisir. Moi, je vais par ici. Au revoir. » Et il se hâta de traverser le trottoir de bois qui bordait le quai. Igoumnov le suivit des yeux en souriant. Des pensées lentes et confuses rampaient dans sa tête. Lorsque Kourkov eut disparu dans une ruelle, Igoumnov se rapprocha du parapet de granit et, glacé d'horreur, l'enjamba maladroitement. Il n'y avait personne à proximité. Cache-cache. 1. La chambre de la petite Lélia est claire, jolie et gaie. Quel ravissement d'entendre la voix sonore de Lélia. Lélia est la perfection même. Personne d'autre au monde ne saurait se vanter d'avoir une fillette aussi adorable. Sa maman, Sérafima Alexandrovna, en est fermement persuadée. Lélia a de grands yeux noirs, des joues vermeilles, des lèvres conçues pour les baisers et les rires. Et ce sont là les moindres des multiples qualités chères au cœur de Sérafima. Lélia est fille unique. Chacun de ses gestes fascine sa maman. Quel délice de tenir Lélia sur ses genoux, de la cajoler, de sentir entre ses bras la présence de ce petit être vif et joyeux comme un pinson. À dire vrai, c'est uniquement dans la chambre d'enfant que Sérafima se sent de bonne humeur. En présence de son mari, elle n'éprouve qu'un sentiment de froideur. Peut-être parce qu'il aime le froid, l'eau froide et l'air frais. Il est toujours frais et froid,
et lorsqu'il passe avec un sourire glacé, des courants frigorifiants semblent l'accompagner où qu'il aille. Sergueï Modestovitch Nesletiev et Sérafima Alexandrovna ne s'étaient pas mariés par amour ni par intérêt, mais par convenance. Parce qu'il avait déjà 35 ans et elle 26, qu'ils étaient bien éduqués, issus du même milieu et qu'il était temps pour tous les deux de se caser. Sérafima, à sa grande joie, avait d'abord cru être amoureuse de son fiancé. Il était si beau, si souple, si élégant. Ses yeux gris empreints d'intelligence affichaient toujours une expression si sérieuse, et il remplissait ses devoirs de fiancé avec une tendresse impeccable. Sergueï ne se sentait pas amoureux et n'éprouvait pas de joie particulière, mais la perspective de son mariage lui était agréable. Sa fiancée était modérément jolie, grande, aux yeux et aux cheveux noirs, d'allure un peu timide et cependant pleine de tact. Sans être un coureur de dot, Sergueï se plaisait à savoir que sa future femme n'était pas sans le sou. Il avait des relations et Sérafima des parents influents, ce qui pouvait se révéler utile un jour ou l'autre. Au bureau, Nesletiev, toujours correct et d'une retenue exemplaire, ne montait pas les échelons assez rapidement pour éveiller la jalousie de ses collègues, ni assez lentement pour jalouser les autres. Après leur mariage, Sergueï, par son comportement extérieur, ne donna jamais à son épouse la moindre raison de lui faire des reproches. Pendant que Sérafima était enceinte, il eut certes plusieurs liaisons éphémères. Sérafima le sut, mais à son propre étonnement, n'en fut pas excessivement peiné. Son futur enfant monopolisait déjà ses pensées et ses sentiments. Une petite fille vint au monde, à laquelle Sérafima se consacra corps et âme. Au début, elle faisait part avec enthousiasme à son mari des moindres détails de la vie de Lélia. Cependant, elle ne tarda pas à remarquer que Sergueï l'écoutait sans intérêt véritable, par simple politesse. Sérafima s'éloigna de lui de plus en plus. Elle aimait son enfant avec la fougue d'une passion inassouvie, comme d'autres femmes malheureuses en ménage aiment leurs amants. « Maman, jouons un casse-casse !» s'exclame Lélia en zozotant, ce qui donne « jouons un casse-casse !» Et cette charmante maladresse de prononciation fait naître sur les lèvres de Sérafima un sourire attendri. Lélia se met à courir sur ses petites jambes grassouillettes et se cache derrière les rideaux près de son lit. « Coucou, maman !» crie-t-elle d'une voix rieuse et tendre, en laissant paraître un œil noir malicieux. « Où est donc passée ma petite chérie ?» demande maman en faisant semblant de ne pas la voir. Lélia rit aux éclats derrière le rideau. Puis elle sort un peu plus la tête de sa cachette et sa maman fait mine de la découvrir enfin, et la prend par les épaules en s'exclamant « Ah, voilà donc ma Lélia !» La petite rit longuement. La tête serrée contre les genoux de sa mère, elle gigote entre ses bras blancs. Les yeux de Sérafima brillent d'amour et d'excitation. « Maintenant, maman, c'est à toi de te casser !» décrète Lélia, fatiguée de rire. Maman va se cacher. Lélia détourne la tête, mais elle surveille en douce. Maman se place derrière l'armoire et crie. « Coucou Lélia !» Lélia court autour de la chambre et cherche, comme maman tout à l'heure, en sachant parfaitement où celle-ci se trouve. « Où est ma maman ?» interroge-t-elle, inspectant chaque recoin. « Elle n'est pas là. Et pas là non plus. » Maman retient son souffle. Elle plaque la tête contre le mur, déformant sa coiffure. Un sourire de béatitude inquiète flotte sur ses lèvres rouges. La bonne d'enfant, Fédosia, une femme belle et gentille à l'air un peu bête, souriait en regardant sa maîtresse. Son visage, comme toujours, affichait une expression d'indulgence pour les caprices de madame, et elle songeait à part soi. La mère aussi, on dirait une gosse. Elle n'est pas moins excitée que la petite. Lélia se rapproche et sa maman se prenant de plus en plus au jeu, sent son cœur battre à coups redoublés, et se serre contre le mur. La fillette regarde derrière l'armoire et pousse un cri de joie. « Je t'ai trouvé !» Et son zozotement prête de nouveau à sourire. Lélia entraîne sa maman par la main jusqu'au milieu de la chambre. Toutes deux rient aux éclats. Lélia enfouit son visage dans la jupe de maman et gazouille, répétant les mêmes mots charmants en les déformant de manière si touchante.
Sergueï Modestovitch approchait justement de la chambre d'enfant. À travers la porte entrebâillée, il entendit des rires, des exclamations et du bruit. Avec un sourire froid mais aimable, il entra, frais, le dos droit, la mise irréprochable, répandant une odeur de propreté glacée. Il arrivait en plein jeu, et son apparition troubla tout le monde. Même Fédosia se sentit confuse pour sa maîtresse, ou peut-être pour elle-même. Séraphima retrouva immédiatement son calme et sa réserve. Son humeur se communiqua à la petite, qui cessa de rire et regarda son père en silence, avec attention. D'un bref coup d'œil, Sergueï inspecta la pièce. Tout y était agréable à son regard. Séraphima s'employait à entourer Lélia de beaux meubles et de beaux objets. La robe de Séraphima lui seyait à merveille, et elle habillait toujours Lélia avec soin. Sergueï désapprouvait seulement que sa femme passe le plus clair de son temps dans la chambre d'enfant. « Je voulais te parler. Je savais bien que je te trouverais ici, » dit-il avec un sourire ironique et condescendant. Ils sortirent ensemble de la pièce. Sergueï s'effaça pour laisser entrer Séraphima dans le bureau. Il remarqua d'une voix indifférente, comme en passant, et sans accorder une grande importance à ses propres paroles. « Ne penses-tu pas que Lélia aurait parfois besoin de rester un peu sans toi ? Vois-tu, un enfant doit sentir qu'il est individu à part entière, précisa-t-il en réponse au regard étonné de sa femme. « Elle est encore si petite, protesta-t-elle. Mais bon, je ne fais qu'exprimer ma modeste opinion. Je n'insiste pas. Cette chambre est votre royaume à toutes les deux. » « J'y réfléchirai, » dit Séraphima, souriant aussi gentiment et aussi froidement que son mari. Et ils parlèrent d'autre chose. 2. Le soir, Fédosia raconta à Daria, la femme de chambre taciturne, et à Agafia, la vieille cuisinière raisonneuse, combien la petite demoiselle adorait jouer à cache-cache avec sa maman. « Et madame aussi, on dirait une enfant, » ajouta Fédosia en riant. Agafia hocha la tête d'un air réprobateur et afficha une mine critique. « Pour sûr, madame ne devrait pas faire ça. Et surtout ce n'est pas bien que la petite demoiselle se cache tout le temps. »« Pourquoi donc ?» s'étonna Fédosia. Avec cette expression de curiosité, son bon visage aux joues rouges devint semblable à celui d'une poupée de foire grossièrement peinte. « Ce n'est pas bien, » répéta Agafia d'un ton convaincu. « Pas bien du tout. »« Mais pourquoi ça ?» demanda Fédosia en écarquillant encore plus les yeux. « À force de se cacher, elle finira par se cacher pour de bon, » murmura Agafia d'un ton mystérieux, avec un coup d'œil craintif en direction de la porte. « Mais voyons, qu'est-ce que tu dis ?» s'exclama Fédosia effrayée. « Je parle juste, » affirma Agafia. « Souviens-toi de mes paroles. C'est un signe qui ne trompe pas. » Ce prétendu signe, la vieille cuisinière venait de l'inventer à l'instant, et en était apparemment très fière. 3. Lélia dormait, et Séraphima pensait à Lélia avec joie et tendresse. Elle la voyait petite fille, puis jeune fille, puis de nouveau petite fille, demeurant à jamais la Lélia à sa maman. Séraphima ne remarqua pas tout de suite la présence de Fédosia. Le visage de cette dernière était soucieux et effrayé. « Madame, dites, madame » appela-t-elle doucement d'une voix tremblante. Séraphima reprit ses esprits et l'expression de Fédosia l'inquiéta. « Qu'y a-t-il, Fédosia ? C'est Lélia ?» Anxieuse, elle se leva de son fauteuil. Fédosia agita les mains pour la rassurer et la faire rasseoir. « Non, non, madame, tout va bien. Lélia est en train de dormir. Je voulais juste vous dire quelque chose. Lélia n'arrête pas de se cacher. Ce n'est pas bien. » Fédosia regardait sa maîtresse avec des yeux ronds de frayeur. « Pourquoi donc ?» demanda Séraphima, agacée et vaguement troublée malgré elle. « Parce que c'est mal. Il ne faut pas qu'elle continue, » répondit la bonne d'enfant avec conviction. « Exprime-toi clairement, s'il te plaît, » ordonna sèchement Séraphima. « Je ne comprends rien à tes paroles. »« C'est un mauvais signe, » expliqua Fédosia gênée. « Ah, quelle sottise !» dit Séraphima. Elle n'avait aucune envie d'en savoir plus sur ce prétendu signe.
éprouvant cependant un sentiment non tant de peur que d'écœurement et d'indignation à l'idée qu'une invention stupide puisse dissiper cette douce rêverie et la remplir d'inquiétude. « Je sais bien que ces messieurs et ces dames ne croient pas aux signes, mais celui-là est vraiment mauvais, » répéta Fédosia d'une voix geignarde. « La petite demoiselle se cache tout le temps. » Brusquement, elle fondit en sanglots. « Et à force, elle finira par se cacher tout à fait. Pauvre petit ange, par se cacher dans la tombe. » La bonne essuya ses yeux avec le bord de son tablier et se moucha dedans. « Qui t'a dit une chose pareille ?» demanda Séraphima d'une voix blanche. « C'est Agafia qui l'a dit, madame. Pour sûr qu'elle s'y connaît dans ces choses-là. »« Mais voyons, c'est totalement stupide !» s'exclama rageusement Séraphima, comme pour dresser un mur de colère entre elle et cette soudaine angoisse. « S'il te plaît, ne reviens plus jamais me raconter ce genre de sornette. Laisse-moi !» Fédosia sortit, triste et vexée. « C'est insensé. Il ne peut rien arriver à ma Lélia, se dit Séraphima, s'efforçant d'opposer un raisonnement logique au sentiment d'horreur glacée qui s'était emparé d'elle à la pensée que Lélia puisse mourir. Il fallait être totalement inculte pour croire à ces superstitions. Il n'existait aucun lien entre un amusement innocent auquel n'importe quel enfant pouvait prendre goût et la durée de sa vie. Ce soir-là, elle s'adonna à diverses occupations susceptibles de la distraire. Mais ses pensées la ramenèrent obstinément à l'engouement de Lélia pour le jeu de cache-cache. Toute petite déjà, alors qu'elle commençait seulement à reconnaître les visages, il lui arrivait de faire une grimace malicieuse en regardant Séraphima, de rire et de se cacher derrière l'épaule de sa bonne qui la tenait dans ses bras. Ces derniers temps, Fédosia avait appris à Lélia à se dissimuler durant les rares minutes où sa maman s'absentait de la chambre. Et sa maman, à son tour, voyant combien Lélia était adorable lorsqu'elle se cachait, avait pris l'habitude de jouer à cache-cache avec elle. 4. Le matin suivant, tout à ses joies maternelles, Séraphima oublia les paroles de Fédosia. Mais lorsqu'elle revint dans la chambre après avoir commandé le déjeuner, Lélia se mit sous la table et cria « Coucou !» Et Séraphima eut brusquement très peur. Elle se reprocha aussitôt cette réaction irrationnelle. Cependant, elle n'avait plus aucune envie de jouer à cache-cache et tenta de trouver un autre jeu. Lélia est une petite fille douce et obéissante qui se laisse facilement convaincre par sa maman, mais elle a tellement pris l'habitude de se cacher et de crier coucou qu'elle y revient constamment. Séraphima déploie tous ses efforts pour occuper Lélia. Ce n'est pas si facile, surtout quand on est distraite par des pensées menaçantes. Pourquoi Lélia continue-t-elle à crier coucou ? N'en a-t-elle pas assez de refaire 100 fois la même chose, se cacher les yeux et le visage ? Peut-être Lélia est-elle moins attirée par le monde que les autres enfants qui l'observent sans relâche avec une attention soutenue ? Ne serait-ce pas le signe d'une faiblesse organique ? Les prémices d'un refus inconscient de vivre ? D'amers pressentiments tourmentaient Séraphima. Elle se sentait gênée vis-à-vis de Fédosia et vis-à-vis d'elle-même de cesser de jouer à cache-cache avec Lélia. Mais ce jeu était devenu une véritable souffrance, d'autant plus intense qu'elle éprouvait l'envie de s'y adonner malgré tout, et qu'il exerçait sur elle une fascination grandissante, au point qu'elle y cédait de temps à autre, le cœur lourd, avec le sentiment d'accomplir une mauvaise action. Ce fut une journée vraiment éprouvante. 5. Lélia est sur le point de s'endormir. Elle vient de se coucher dans son petit lit à barreaux et ses yeux se ferment de fatigue. Séraphima borde sa couverture bleue. Lélia tend ses menottes blanches et douces pour enlacer sa maman et l'embrasse avec une expression de tendresse sur son visage ensommeillé avant de laisser tomber sa tête sur l'oreiller. Elle cache ses mains sous la couverture et murmure « Coucou les mains !» Le cœur de Séraphima se serre. Lélia lui apparaît soudain si petite, si vulnérable. Avec un faible sourire, elle ferme les yeux et dit doucement « Coucou les yeux !» Puis encore plus doucement « Coucou Lélia !» Elle s'endort sur ces mots, la joue contre l'oreiller. Sa maman la regarde avec angoisse. Séraphima demeura longtemps immobile près du lit d'enfant, contemplant Lélia avec amour et crainte. « Je suis sa mère, je saurai la protéger », pensait-elle, songeant à tout ce qui pouvait menacer sa fille. Elle pria longtemps cette nuit-là.
sans en recueillir le moindre soulagement. 6. Plusieurs jours passèrent. Lélia prit froid. La nuit, elle eut un accès de fièvre. Lorsque, réveillée par Fédosia, Séraphima accourut et qu'elle vit sa petite fille brûlante, agitée, souffrante, la première chose qui lui vint à l'esprit fut le signe néfaste, et un désespoir aigu s'empara de son âme. On appela le médecin et tout ce qu'il est humainement possible de faire en de telles circonstances fut fait, mais sans résultat. Séraphima ne cessait de se répéter que Lélia allait guérir, que bientôt elle rirait et jouerait à nouveau. Mais cette perspective était déjà chimérique. Lélia faiblissait d'heure en heure. Tous affichaient un semblant de calme pour ne pas effrayer Séraphima, mais l'expression mensongère des visages qui l'entouraient ne faisait qu'aggraver son chagrin. Les sanglots et les lamentations de Fédosia la mettaient au comble du désespoir. Notre petite Lélia se cachait tout le temps. Elle n'arrêtait pas de se cacher. Cependant, les pensées de la malheureuse mère étaient brumeuses, et elle ne réalisait pas pleinement ce qui se passait. Lélia était brûlante. De temps à autre, elle perdait conscience ou se mettait à délirer. Mais lorsqu'elle revenait à elle, elle supportait la souffrance avec une douce résignation, et souriait pour faire croire à sa maman qu'elle n'avait pas mal. 3 jours affreux passèrent comme un cauchemar. Lélia n'avait presque plus de force, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de mourir. Lélia regarde sa maman avec un regard embrumé et murmure d'une voix enrouée, à peine audible. « Coucou, maman! Maman! Fais coucou !» Séraphima, le cœur brisé, cache son visage derrière les rideaux du lit. « Maman !» appelle faiblement Lélia. Séraphima se penche, et pour la dernière fois, Lélia voit son visage pâle et désespéré. « Maman, Blanche !» murmure-t-elle. Le visage de maman s'efface et Lélia ne voit plus rien. Elle agrippe le bord de sa couverture et dit « Coucou !» Sa gorge émet un râle. Elle ouvre puis referme ses lèvres soudain blêmes et meurt. Trop désespérée pour pouvoir penser, Séraphima sortit de la pièce. « Lélia est morte !» dit-elle à son mari d'une voix à peine audible. Sergueï regarda sa femme avec inquiétude. Il fut frappé par l'expression étrangement obtuse de son visage blanc, jadis si vivant. 7. On habilla Lélia, on la déposa dans un petit cercueil et on la transporta dans le salon. Séraphima regardait fixement sa fille morte. Sergueï s'approcha d'elle pour la consoler avec des mots vides et froids, et pour tenter de l'éloigner du cercueil. Séraphima sourit. « Laisse-nous !» dit-elle. « Lélia joue, elle va se lever. »« Sima, ma chérie, » murmura Sergueï, « reprends-toi, il faut se soumettre au destin. »« Elle va se lever, » répéta obstinément Séraphima, le regard immobile. Sergueï regarda autour de lui avec embarras. Il craignait le scandale et le ridicule. « Sima, arrête, je t'en prie, » répéta-t-il. « Ce serait un miracle. » Et il n'y a plus de miracle au XIXe siècle. Dès qu'il eut prononcé ces mots, Sergueï comprit confusément combien ils étaient déplacés face à ce qui venait de se produire. Il se sentit à la fois honteux et agacé. Il prit sa femme par le bras et l'emmena prudemment à l'écart sans qu'elle lui opposât de résistance. Le visage de Séraphima semblait calme et ses yeux étaient secs. Elle se rendit dans la chambre d'enfant et inspecta tous les coins où Lélia avait coutume de se cacher, s'inclinant pour regarder sous la table et sous le lit, et répétant d'une voix joyeuse « Où est passée ma petite fille? Où est ma Lélia ?» Après avoir fait une première fois le tour de la pièce, elle recommença. Fédosia était assise dans un coin, immobile, le visage défait, et observait sa maîtresse avec épouvante. Puis elle éclata en sanglots et se mit à gémir bruyamment. « Elle se cachait tout le temps. Pauvre petit ange !» Séraphima sursauta, regarda Fédosia d'un air interdit, fondit en larmes et sortit doucement de la pièce. 8. Sergueï avait hâte de boucler l'enterrement. Séraphima réagissait de manière excessive devant le malheur qui s'était abattu sur eux, et il craignait pour sa raison.
Il valait mieux enterrer la petite Lélia au plus vite pour que sa mère se calme. Séraphima mit un soin particulier à s'habiller ce matin-là, pour Lélia. Lorsqu'elle arriva au salon, de nombreuses personnes se trouvaient entre elle et sa fille. Il y avait là un prêtre et un diacre. Une fumée bleue flottait dans l'air parfumé d'encens. La tête lourde et l'esprit obscurci, elle s'approcha. Lélia était couchée, sage et blême, avec un sourire plaintif. Séraphima appuya sa joue contre le bord du cercueil et murmura « Coucou, ma chérie !» L'enfant ne répondit pas. Les gens commencèrent à s'agiter autour d'elle. Des visages étrangers, inutiles, s'inclinèrent vers elle. Quelqu'un la soutint et en emporta Lélia. Où l'emportait-on? Séraphima se redressa, poussa un cri désemparé, sourit et s'écria à voix haute. « Lélia !» On emportait Lélia. Sa mère s'élança à la poursuite avec un hurlement de désespoir. On la retint. Elle courut vers la porte par laquelle était passé le cercueil, s'assit par terre et regardant par la fente s'exclama « Lélia! Coucou !» Puis elle passa la tête par l'entrebâillement et éclata de rire. On emporta Lélia en toute hâte, et la procession prit des allures de fuite. Le cerceau. 1. Dans une rue déserte à la périphérie de la ville, une dame effectuait une promenade matinale en compagnie d'un petit garçon d'environ 4 ans. La dame était jeune et élégamment vêtue. Le petit garçon était gai et avait de bonnes joues rouges. La dame souriait et, heureuse, regardait son fils avec sollicitude. L'enfant faisait rouler un grand cerceau flambant neuf, couleur jaune vif, avec des gestes encore maladroits. Il riait, joyeux, sautillait en culotte courte sur ses petites jambes potelées et agitait sa baguette. Il n'était nullement nécessaire de la lever aussi haut, mais c'était une telle joie. Avant, ce cerceau n'existait pas, et maintenant, il roulait avec tant d'entrain. Pour le petit garçon, tout existait pour la première fois. Les rues qu'inondait le clair soleil du matin et les bruits lointains de la ville. Tout était nouveau, pur et radieux. Oui, tout était pur. Les enfants ne voient pas le côté sale des choses, tant que les adultes ne leur ont pas mis le doigt dessus. 2. Au carrefour, un vieil homme pauvrement vêtu, aux mains calleuses, s'arrêta et se serra contre une clôture pour laisser passer la mère et l'enfant. Il regarda ce dernier de ses yeux troubles et sourit bêtement. Des pensées lentes et vagues rampaient dans sa tête chauve. Un gosse de riche, tout petiot, comme il rit fort. Un gosse, mais déjà un petit monsieur. Quelque chose lui échappait dans cette scène. Les enfants, on les punit quand ils font des bêtises. Jouer aussi bruyamment, n'est-ce pas une bêtise? Les enfants aiment faire des bêtises. Les enfants, c'est fait pour être punis. Mais la mère ne le grondait pas, ne lui disait pas de se tenir tranquille, ne lui criait pas après. Si élégante et tellement radieuse, quel souci pouvait-elle avoir dans la vie? Ces gens-là devaient prospérer dans le luxe. Quand lui-même était petit, il avait vécu comme un chien. Aujourd'hui encore, son existence était loin d'être facile, mais au moins, personne ne le battait plus et son ventre était plein. Dans son enfance, il n'avait connu que la faim, le froid et les coups. Il n'avait jamais joué au cerceau, ni avec d'autres jouets de riches. Toute sa vie s'était écoulée dans la misère, les soucis, la colère. Pas le moindre souvenir agréable, pas la moindre joie. Il souriait de sa bouche édentée en regardant l'enfant. « Quel jeu stupide !» songeait-il. Mais son cœur débordait d'envie. Il se rendit à l'usine où il travaillait depuis l'enfance et où il avait vieilli. Toute la journée, il pensa au petit garçon. Des pensées stagnantes. Il revoyait le petit garçon courir, rire, taper du pied, pousser son cerceau. Il revoyait ses jambes potelées et ses genoux nus. Toute la journée, dans le fracas des machines, il pensa au petit garçon. Et la nuit, il le revit dans son sommeil. 3. Le lendemain, les mêmes rêves revinrent le hanter. Le vacarme mécanique,
un travail monotone qui ne réclame aucune réflexion. Les mains accomplissaient leurs tâches habituelles, la bouche édentée sourit. La poussière flotte comme un brouillard dans les hauteurs, au niveau du plafond où, avec un sifflement preste, des courroies interminables glissent d'une roue à l'autre. Une brume assourdissante se concentre dans les recoins. Les gens s'agitent tels des fantômes, et leurs paroles sont inaudibles, étouffées par le chant vibrant des machines. Le vieillard imagine qu'il est un petit garçon, que sa maman est une belle dame, qu'il possède une baguette et un cerceau qu'il fait rouler. Il est vêtu de blanc, il a des jambes potelées, les genoux nus. Jour après jour, le même labeur et le même rêve. 4. Un soir, en rentrant chez lui, le vieil homme remarqua dans la cour le cercle d'un vieux tonneau, cerceau noir et rugueux. Il frémit de joie et des larmes lui montèrent aux yeux. Un désir immédiat, presque inconscient, jaillit dans son âme. Il regarda prudemment autour de lui, se pencha et d'une main tremblante s'empara de l'objet qu'il emporta chez lui avec un sourire honteux. Personne ne le remarqua, ni ne lui posa de questions. D'ailleurs, qui aurait l'idée de regarder un vieux loqueteux traînant un objet mis au rebut? Cependant, il avançait à pas de loup, craignant qu'on ne se moque de lui. Pourquoi l'avait-il emporté? Il l'ignorait lui-même. Ce cerceau ressemblait à celui du petit garçon. Alors, il l'avait pris. Le regarder, le toucher prêtait davantage de vie à ses rêves. Le fracas de l'usine s'atténuait et le brouillard vrombissant devenait plus brumeux. Pendant plusieurs jours, le cerceau resta sous le lit du vieillard, dans le triste réduit qui lui servait de demeure. Parfois, il le sortait pour le contempler, et ce cerceau sale lui réchauffait le cœur, et l'image obsédante du petit garçon heureux revêtait des couleurs nouvelles. 5. Par un chaud matin ensoleillé, où les oiseaux chantaient dans les arbres chétifs plus joyeusement qu'à l'ordinaire, le vieil homme se leva très tôt, prit son cerceau et se rendit hors de la ville. Toussant, il se fraya un chemin dans la forêt, à travers les buissons griffus. Le silence sévère des vieux arbres couverts d'une écorce sèche, sombre et craquelée, lui était inhabituel. Les odeurs aussi étaient étranges, ainsi que les insectes et les fougères qui semblaient sortir d'un conte. Il n'y avait pas de poussière, ni de vacarme. Une ombre douce et tendre s'étendait derrière les arbres. Les pieds du vieil homme glissaient sur les aiguilles de pin et trébuchaient sur les racines séculaires. Il brisa une branche sèche et le passa dans le cerceau. Une clairière s'étendait devant lui, claire et paisible. Des gouttes de rosées innombrables, multicolores, miroitaient dans l'herbe récemment fauchée. Le vieillard lança son cerceau, le frappa d'un coup vif et le cerceau roula doucement à travers la clairière. Le vieillard éclata de rire et, radieux, s'élança derrière lui. Il faisait des bonds joyeux et brandissait sa baguette, comme le garçonnet qui hantait ses pensées. Il avait l'impression d'être petit, tendre et joyeux. Sa maman marchait derrière lui et le regardait en souriant. Et comme un enfant, il ressentit pour la première fois la fraîcheur vivifiante de la forêt, l'éclat vert de l'herbe, la douceur de la mousse. Sa barbiche gris sale tremblotait sur son manteau flasque, et un rire éraillé et tout sautant jaillissait de sa bouche édentée. 6. Le vieil homme prit l'habitude de venir chaque matin dans la forêt pour jouer au cerceau. Parfois, il avait peur que quelqu'un ne le voie et ne le tourne en ridicule, et cette pensée le faisait rougir de honte. Une honte qui ressemblait à de la peur, au point que la force lui manquait et que ses jambes se dérobaient sous lui. Alors il jetait des regards inquiets à la ronde. Mais non, personne, pas une ombre, pas un bruit. Après avoir joué son content, il regagnait paisiblement la ville, avec un sourire de joie. 7. Personne ne le vit, et il ne se passa rien de plus. Le vieil homme joua paisiblement pendant plusieurs jours, et par un matin trop humide, il prit froid. Il s'alita et mourut bientôt. Tout au long de son agonie à l'hôpital de l'usine, entouré de gens qui lui étaient indifférents et étrangers, il souriait d'un sourire radieux.
Ces souvenirs le réconfortaient. Lui aussi avait été un enfant. Lui aussi avait ri, avait couru dans l'herbe fraîche, parmi les arbres ombreux, sous le regard tendre de sa maman.